C'est parti. Bonjour! Dans la section 2.4, nous avons 4 petites pages d'activités sur les électrolytes, les ions, en fait les charges qu'on donne aux ions lorsqu'on forme des molécules, mais surtout la dissociation électrolytique, qui est un petit peu un savoir-faire. Mais effectivement, il y a beaucoup de questions sur la nature des électrolytes dans ces 4 pages-là. Alors, commençons déjà. On fait des associations aussi de termes de description par rapport à les banques de termes que nous avons en haut. Nous cherchons des substances au pluriel qui restent électriquement neutres lorsqu'elles se dissolvent. Bien, il s'agit des substances non électrolytes, parce que celles-ci peuvent se dissoudre, mais il n'y aura pas de libération de charge électrique, donc elles ne conduiront pas le courant. Elles sont électriquement neutres. Atomes chargés. Ah, atome chargé, je vois tout de suite ion, moi, là-dedans. Là. Atome chargé, ion, dont la présence en solution permet le passage du courant. Ce sont les ions mobiles. À ne pas confondre avec les ions immobiles, qui, eux, ne peuvent pas se déplacer, donc ne peuvent pas rejoindre les électrodes pour transmettre leurs électrons. Et s'ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas transporter le courant. Hein? Alors, quand est-ce qu'ils ne peuvent pas se déplacer? Lorsqu'ils sont gelés, par exemple, lorsqu'ils sont solides. Hein? Il faut qu'ils soient en solution liquide. Ils doivent être en solution dans l'eau, par exemple. C'est pas des C, mais c'est dissolution qui sépare un solide en ions de charge positive et négative. C'est quelle sorte de dissolution? On appelle ça une dissolution électrolytique parce qu'elle produit des électrolytes. Substances dont font partie les sels, les bases, les acides en solution, ce sont les électrolytes qui font partie de cette catégorie. Et dissolution dont la solution obtenue ne permet pas le passage, c'est la dissolution moléculaire, comme celle du sucre, par exemple, dans laquelle le sucre va se dissoudre dans l'eau, mais ne va pas se briser lui-même, c'est-à-dire que les molécules vont rester intactes, elles vont simplement se distancer les unes des autres par du solvant. Numéro 2, à l'aide de flèches, montre le comportement des ions présents. Là, on se demande, c'est quoi le comportement des ions? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il ferait l'hydrogène H+, ici, là, dans cette solution? On voit qu'il y a 2 électrodes, une pile, une négative, une positive. Il y aura une attraction vers la borne qui est négative. Et puis le chlore négatif, lui, il va faire une attraction vers la borne positive. Hein? C'est ça qui va permettre de transporter les électrons à la borne pour continuer le passage, la circulation. Pas pour continuer le passage, mais pour continuer la circulation, les ions en solution permettent le passage. Ils vont échanger les électrons avec les électrodes. Ils vont faire le chemin entre les deux. Numéro 3. Qui suis-je? Je fais partie des substances qui ne libèrent pas d'ions H+, et OH. Alors, si on libérait H+, on est un acide. Si on libère OH+, on est une base. Si on ne libère ni l'un ni l'autre, on est donc un sel. Je suis une substance dont la formule chimique débute souvent par un métal et se termine par OH. Alors, c'est nos mots, ça. MOH, ce sont les bases. Parce que ça finit par OH. Et on a goûté à une substance basique, pas très dangereuse, mais basique néanmoins. Et on se rappelle du goût. Cloche. Bonjour la cloche. C'est la cloche de la fin de journée. Quelle douce mélodie. Donc, disais-je, quand on goûte à une base non dangereuse, par exemple, mettons du savon, mettons, tu sais, ça va avoir un goût désagréable en bouche, qui finit par un wash, comme une base qui finit par un wash. Mais attention! Elle doit absolument commencer par un métal ou par l'ion d'ammonium. C. Je suis une substance qui libère des ions H+ en solution, rendant le pH inférieur à 7. Je suis donc un acide, évidemment. Et je suis une substance dont la formule débute habituellement par un hydrogène suivi d'un non-métal. On parle donc de HNM. HNM, la boutique où on trouve de tout. Il s'agit des acides encore. Hein? H en premier, acide. Mais attention, on doit être suivi par un non-métal qui n'est pas l'oxygène. Sinon, on aurait de l'eau ou du peroxyde. Ce ne sont pas les acides. 4. Classe chaque composé selon sa catégorie. Est-ce que c'est un électrolyte? Dans ce cas-ci, on va classer acide, base ou sel, ou est-ce un non-électrolyte? Donc, il n'y aura qu'un seul crochet à faire par colonne. Le CaCl2, qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? Le calcium à gauche du tableau, qui est un métal. Le chlore, qui est un non-métal. Nous avons MnM. Guess who's back? Le sel, et bien sûr ici. Le KOH, on retrouve le métal OH, c'est la base.
Ensuite, nous avons H2SO4. Est-ce que c'est un acide? On a H au début. Et la suite est bien une substance non métallique, NM. Donc, c'est bien un acide. Nous avons le CH4, le carbone qui est un non-métal, l'hydrogène qui est un non-métal, même si c'est à gauche du tableau, il fait partie des non-métaux. Bien, non-métal, c'est pas un électrolyte, ça, c'est un non. C'est un non-électrolyte, toi. Tu n'es pas dans la gang des électrolytes. Le NaBr, on reconnaît le métal, puis le non-métal. M&M, again, un sel. MgF2, bien, le fluor est un non-métal, le magnésium est un métal. Nous avons encore un sel. NO2, N, ça finit ni par OH, ni commencé par H. Ce n'est pas un métal suivi de non-métal, c'est donc un non-électrolyte. Et CaOH2. Ah, là, c'est particulier, il y a une petite parenthèse. Est-ce qu'on a peur de ça? Non, pas du tout. Analysons ce qu'on a devant nous. Ça commence avec un métal et ça finit par OH. Oui, il y en a deux, mais c'est quand même métal suivi de OH, donc ça fait partie des bases. Voilà pour la question 4. Voilà le savoir-faire. La question à numéro 5. Complète les équations de dissociation électrolytique. Bon, on doit être capable de déterminer la charge d'un élément chimique, hein, c'est-à-dire sa forme ionique. Ne pas oublier de présenter qu'ils vont être en solution, donc, sous la phase aqueuse. Et puis, on doit découper cette molécule-là en deux. Alors, je rappelle, c'était les 3C, la technique des 3C pour la dissociation. Couper, charger et inscrire le coefficient, le ou les coefficients, peut-être au pluriel un S. Alors, couper, ça veut dire on coupe après le premier élément qui est soit l'hydrogène ou un métal dans les substances qui sont des électrolytes. Dans ce cas-ci, oui, nous avons tous des électrolytes partout, donc oui, nous pouvons faire des dissociations. Alors, première étape, HBr gazeux, lorsqu'on le met en solution, il va se dissocier. Qu'est-ce qu'on obtiendra? On coupe, on aura donc H plus Br. Maintenant qu'on les a séparés, on va regarder quelle serait leur charge. L'hydrogène deviendra H+, parce qu'il y a un électron à donner. Le brome deviendra Br-, étant dans la famille 7. Il veut gagner une charge, gagner un électron. Il en gagne un seul, il devient un négatif. On n'oublie pas de mentionner la nouvelle phase atteinte. Nous étions gazeux, nous sommes maintenant dans l'eau, donc on présente sous phase aqueuse. On ne présente aucun coefficient à l'avant, puisqu'il n'y avait pas d'indice qui indiquait une plus grande quantité qu'un seul de ces éléments dans la molécule. Ensuite, le CaS. Ben, nous avons un métal suivi d'un non-métal. C'est un sel. On va le dissocier. Ca. Je peux écrire aqueux tout de suite pour ne pas l'oublier. Plus S. Aqueux également. Maintenant, on a coupé. On va charger le calcium famille 2. Il va devenir 2+, parce qu'il perd 2 électrons. Et le soufre, lui, il devient 2-, parce qu'il est dans la famille 6 et il veut gagner 2 électrons. Alors, couper, charger, pas de coefficient parce qu'il n'y a pas d'indice numérique. On a ensuite le H2SE, et là je viens de réaliser qu'au lieu de faire A, B, C, D, je suis en train de faire A, C, E, G. C'est pas grave du tout. Alors, c'est un H suivi d'un non-métal, c'est un acide, alors on coupe. Nous aurons H aqueux plus SE aqueux, hydrogène et sélénium. Je me souviens qu'hydrogène, c'est H+, 99% du temps. Et le sélénium, lui, il ne sera pas juste négatif, il va être 2 négatifs, parce que lui aussi, il est dans la même famille que le soufre, la famille 6. Il veut donc recevoir 2 électrons. Là, on fait le bilan des charges, on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas inscrit les coefficients. H est présent 2 fois, donc on a présenté le coefficient 2 devant l'ion d'hydrogène. Maintenant, tout ça, ça balance. 2 charges positives, 2 charges négatives. Ça s'annule, ça arrive à 0. Tout est normal dans le bilan des charges. C'est ça, un bilan de charge. Ensuite, nous avons AlOH. On coupe métal OH, c'est une base. Nous aurons de l'aluminium aqueux, suivi de... Qu'est-ce qu'on fait de O et H? On les laisse ensemble. On ne sépare pas les ions polyatomiques. Aqueux.
Maintenant, les coefficients, les charges, en fait, les charges. 3 plus pour l'aluminium. Bon, on le connaît par cœur, on le voit souvent. Dans la famille 3, il perd 3 électrons. OH, lui, à retenir par cœur, il faut le mémoriser. L'hydroxyde a une charge négative de -1. Pas de coefficient pour l'aluminium. 3 fois la parenthèse OH, donc le groupe OH doit être présent 3 fois. Et maintenant, on se rend compte que nous avons 3 charges négatives et 3 charges positives. Tout va bien, Madame la Comtesse. Continuons. Partie B ici, deuxième colonne en fait. CSOH, métal OH, c'est une base. Nous aurons du césium. On va fouiller le tableau périodique pour le trouver. Lui, on n'en parle pas souvent. Suivi de l'hydroxyde OH, qui est aqueux. OH, on se souvient, son signe est négatif. On met sa charge. Le césium, oh là 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 là, où qu'il est le césium? Après une brève recherche, on le trouve ici, dans la première famille du tableau périodique, donc la colonne 1 en chiffre romain, ce qui indique qu'il a 1 électron de valence à donner. Et si on donne 1 électron de valence, on devient positif de une charge, donc plus. Il n'y a pas d'indice numérique, donc pas de coefficient. Un césium, un hydroxyde, ça fait 1 plus 1 moins, tout va bien. BaOH, est-ce que c'est une base? Oui, parce que nous avons un métal suivi de HOMO. Ba. Encore une cloche, c'est le festival. Vas-y, fais-toi sonner. Et nous avons notre hydroxyde. On commence à le savoir par cœur. Hein? Hydroxyde OH-, on le sait tout de suite. Et le Ba, lui, encore une fois, on faut le tableau périodique. On trouve qu'il est dans la deuxième famille. Donc, 2 plus. Coupé, chargé, coefficient. Le groupe OH est présent 2 fois. Alors, 2 coefficients, 2 fois le groupe OH-. MgCl2, même principe. On coupe Mg2+, on commence à le connaître par cœur, celui-là. Plus Cl-1, lui aussi, on commence à être familier, on le trouve plus facilement. Hein? Il y a des éléments qu'on utilise plus souvent. Tous deux sous forme aqueuse. Il reste à placer les coefficients. Un seul magnésium, 2 chlore. Alors, 2 chlore comme ça. Puis pas notre BES, mais notre BEF. Le beryllium fluor 2 fois. C'est un métal suivi d'un non-métal, donc un sel. On va le dissocier. Be plus F sous phase aqueuse. Charge -1 pour le fluor est dans la même famille que le chlore, il portera la même charge ionique. Et le beryllium 2+, dans la famille 2, juste au-dessus du magnésium. Donc, coupé, chargé, coefficient 1Be, 2F. Alors, le 2 qui est ici, on se rappelle, il s'applique seulement au fluor. Pour qu'il s'applique aussi au beryllium, il aurait fallu une parenthèse pour les conserver tous les deux. Numéro 6. On parle de pH un petit peu maintenant. pH, donc le potentiel d'hydrogène, la quantité d'ion H+, donc d'acide présent en solution. On demande de décrire la relation mathématique qui existe entre les degrés de 0 à 14 sur l'échelle de pH. On se rappelle avoir mentionné que une différence de 1 degré sur l'échelle de pH voulait dire une différence de 10 fois dans la concentration. Donc, on pourrait mentionner simplement ceci. 1 degré sur l'échelle correspond à une puissance de 10. Une puissance de 10 pour la concentration. On pourrait dire concentration en acide, mais je préfère mentionner directement en ion H+. Ion S, H+. Hein? Alors, par exemple, si j'ai une substance à pH 2 par rapport à une substance qui a un pH 3, eh bien, cette valeur, le 2 ou le 3, là, la valeur du pH correspond à un exposant de 10 pour donner une certaine puissance. Par exemple, la deuxième puissance de 10 serait 100 et la troisième puissance de 10 serait 1000. Rappelons-nous que nous avons vu que ces concentrations sont exprimées en notation scientifique et correspondent à des concentrations inférieures à 1, donc des
des 0,1, 0,01, donc 1 centième, 1 dixième, etc., 1 millième, 1 10 millième de mol par litre. Ce qui veut dire qu'en fait, ce sont les exposants négatifs que nous avons pris en valeur absolue. Mais bon, la base est là. 1 degré sur l'échelle de pH correspond à une puissance 10 pour la concentration. Entre pH 2 et 3, pH 2 est donc 10 fois plus acide que pH 3. Quel test peut-on réaliser en laboratoire pour distinguer les paires de substances suivantes? Précise les résultats qui seraient possibles d'observer. Alors, je veux distinguer quelle substance? Je veux distinguer une substance acide et une substance basique. Ça ne me sert à rien de mesurer la conductibilité électrique parce que les deux conduiraient l'électricité s'ils sont en solution. Le test que je vais faire sera utiliser un indicateur de pH universel. Maintenant, quel serait le résultat attendu? Bien, le résultat attendu, c'est qu'une substance acide aura un pH situé entre 0 et 7. Une substance acide... Ah, je vais bonifier ça un peu, là. Une substance acide en solution! Parce que pur, ça risque de ne pas conduire et de ne pas exprimer son caractère acide. Une substance acide en solution aura un pH situé entre 0 et 7. 7 étant neutre, donc on veut dire, mettons, entre 0 inclus et 7 exclus. Vive les maths! Maintenant, si on veut faire la différence entre un électrolyte et un non-électrolyte, ça ne serait pas utile de tester l'indicateur de pH universel. Ben, quoi que ça se ferait. Je veux dire, la substance qui est non-électrolyte serait probablement neutre, là, donc ça ferait une différence, mais ça va être beaucoup plus simple de mesurer la conductibilité électrique. L'électrolyte, lui, il laisserait passer le courant électrique. L'électrolyte laissera passer le courant électrique. Pouf, voilà. 8. Un soluté inconnu est dissous dans l'eau. J'ai-tu fait une erreur en écrivant dissous quelque part, moi, tantôt? Non, c'est correct, OK. Observe les photos ci-dessous, puis détermine s'il s'agit d'un électrolyte, acide, base ou sel, ou d'un non-électrolyte. OK. Explique ta réponse. Ben, c'est la même substance. On l'a testé ici, 2 électrodes, et on voit que la lumière allume, donc le courant peut circuler. C'est un électrolyte. Et en B, on voit que le papier tournesol devient rouge quand il est trempé dedans. Bah, ça veut dire que c'est un électrolyte qui est un acide. Alors, on détermine s'il s'agit. Bien, il s'agit d'un électrolyte acide. D'un électrolyte. Et... ça va pas bien. Électrolyte acide, puisqu'il permet le passage du courant. Il faut le mentionner, là. Quelles sont les preuves que nous avons vues? On voit qu'il permet le passage du courant, donc un électrolyte. Et il rougit le papier tournesol. Il rougit le papier tournesol. Voilà. Et 2 pages de fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il en reste 2. OK. Pour répondre aux questions 9 à 12, consulte l'échelle de pH ci-dessous. OK. Bon, ça, j'aime ça. Ça veut dire observe et réponds. Un petit peu de job de détective. Que signifie une différence de 2 unités entre 2 substances? De 2 unités, donc par exemple entre 8 et 10, 1 unité, 2 unités. Si on fait un bond de 2 unités, ça veut dire qu'on vient de changer de 2 puissance de 10. Alors, que signifie une différence de Lee? Cela veut dire
qu'une substance est... Oh, je fais beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On passe de pH 8 à pH 10. On fait 2 bonds là-dedans. On fait donc x 10 encore. C'est-à-dire qu'on ferait x 100. Effectivement, on a un bond de 2 puissances. Et quelle est la deuxième puissance de 10? Ben, c'est 100. Ça veut dire qu'une substance est 100 fois plus concentrée en ion H+, que l'autre. Donc, il y en a un qui est 100 fois plus acide ou l'autre qui est 100 fois plus basique que l'autre. Voilà. 10. Justement, combien de fois le jus de citron est-il plus acide que l'eau de pluie? L'eau de pluie a un pH de 5, le jus de citron a un pH de 2. Il y a donc une différence de 3. Quelle est donc la troisième puissance de 10? C'est 1000. Ça veut dire il est 1000 fois plus acide. Bon, si on ne connaît pas par cœur nos puissances de 10, là, on peut aussi faire des bonds. On part de 5, on s'en va à 2, on dit x 10, x 10, x 10. Bien, 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Effectivement, 1000 fois plus acide. Ensuite, quel est le pH d'une substance qui est 10 000 fois plus basique que le lait? On trouve le lait qui est ici, et on cherche quelque chose 10 000 fois plus basique. Eh bien, 10 000, c'est la 5e puissance de... Qu'est-ce que je raconte là? C'est la 4e puissance, blablabla, de 10. Alors, si on veut la 4e puissance de 10, on va faire 4 bonds. Dans quelle direction? On veut quelque chose qui est plus basique. Fait qu'on fait une direction vers les bases. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Il s'agirait d'avoir une substance qui a un pH de 10. Elle aura un pH de 10. Ensuite, on cherche quelque chose qui peut savoir combien de fois. Le bicarbonate de sodium. Là. Le bicarbonate de sodium. Combien de fois est-il plus basique que le jus de tomate? Évidemment, le jus de tomate n'est pas basique du tout, mais on peut comparer ça relativement sur l'échelle de pH. Jus de tomate, bicarbonate. Il y a combien de différences ici? Bien, 9 moins 4, ça fait 5. Donc là, on cherche la 5e. Là, c'est le temps. La 5e puissance de 10, c'est 100 000. Ça veut dire qu'il est 100 000 fois plus basique que le jus de tomate. Bon, OK, on comprend qu'il y a plus de place. Quelle substance est plus acide que le vinaigre, mais plus basique que l'acide gastrique? Plus acide que le vinaigre, ben, on a pH 2, 1 et 0. Mais plus basique que l'acide gastrique, alors plus basique que la gastrique, ça c'est le 2. Donc, c'est le jus de citron. C'est le jus de citron. Boink. OK. D'après toi, pour nettoyer une tache de jus de tomate, serait-il préférable d'utiliser une substance acide ou basique? Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on retrouve là, généralement du côté des substances basiques? L'eau de javel, un nettoyant à l'ammoniac, du savon, bicarbonate de sodium qu'on utilise souvent pour enlever des taches des taches en général, là, de vin, par exemple. Bon, ben alors, même des huiles, quand on veut utiliser bicarbonate de soude, on voit que, généralement, les substances basiques semblent meilleures que les acides.
pour nettoyer les vêtements. Ou, donc, grippant à l'aide de l'échelle, ben, il fait noir. Ça va être tout noir! On économise l'électricité. Donc, là, on disait, d'après toi, pour nettoyer une tâche de jus, serait-il préférable sur une substance acide ou basique? Une substance basique. Pourquoi? Une substance basique. Car plusieurs substances basiques sont des nettoyants. On le voit bien, hein? Car plusieurs nettoyants sont basiques. Hein? C'est plus court comme ça. Sont basiques. J'ai la main fatiguée. OK. Numéro 11. Notre ami le technicien, il mesure le pH de l'eau d'une piscine municipale extérieure. Il obtient un résultat de 6,9. Bon, c'est pas tout à fait neutre, c'est très légèrement acide. Durant les 2 jours qui suivent le test, il pleut sans arrêt. Oh non, mais la piscine va déborder! Sachant que les fortes pluies ont modifié le pH de l'eau de la piscine, réponds aux questions en expliquant tes réponses. L'eau de la piscine est-elle devenue plus basique ou acide? Ah ah! Servons-nous de l'espèce de droite que nous voyons en haut, l'échelle de pH. L'eau de pluie, un pH de 5, est donc 100 fois plus acide que l'eau pure. Alors, l'eau de la piscine était à un pH de 6,9 juste ici. Mais là, il vient de tomber beaucoup d'eau de pluie dedans. Donc, la substance l'eau de la piscine est devenue un petit peu plus acide qu'avant, ça veut dire. Oui. Alors, conclusion, elle est un peu plus acide. Plus acide. Car l'eau de pluie est plus... Comment tu veux que je t'explique ma réponse? Il n'y a plus de place. Car l'eau de pluie est plus acide que l'eau de la piscine, qui était à 6,9. Que pourrait faire le technicien pour rétablir le pH de la piscine à 6,9? Ben, il pourrait danser autour de la piscine, mais ça ne changerait pas le pH, ça. Il faudrait qu'il rajoute quelque chose de basique dans l'eau. Alors, il pourrait neutraliser l'acidité en ajoutant quelque chose de basique, comme par exemple du bicarbonate de sodium dans l'eau. Ça pourrait contrer l'effet de l'eau de pluie. Alors, il devra ajouter à l'eau une substance, j'étais en train d'écrire un S à la fin de une, moi? Wesh. Une substance. Évidemment, il n'y a plus de place. Basique. Comme le bicarbonate de soude ou l'eau de javel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ça explique l'odeur d'eau de javel qu'on trouve dans les piscines publiques. 1, ça désinfecte. Et 2, ça corrige le pH. C'est-tu pas wonderful, ça? Dernière page. Quelques questions d'enrichissement en sciences et technologies de l'environnement. Ici, alors, les élèves d'ST, on ferme les yeux. Mais non, on écoute davantage pour apprendre plein de trucs. On ordonne les substances suivantes en ordre de concentration en ion H+, en les numérotant de 1 à 5. Donc, les chiffres qu'on met là-dedans, c'est 1 à 5. De la plus concentrée à la moins concentrée. Alors, ce qu'il faut savoir, que si on est très concentré en ion H+, ça veut dire qu'on est acide. Donc, du plus concentré acide au moins concentré. Alors, le plus acide des 4 là-dedans, c'est clairement, définitivement, l'acide chlorhydrique avec un pH de 0. Suivi de proche, je crois, par la boisson gazeuse, il me semble. Si on regarde l'échelle qu'on avait là, boum! Acide chlorhydrique, acide gastrique, ça c'est dans l'estomac.
jus de citron, boisson gazeuse, oui. Il y a de l'acide carbonique, il y a de l'acide phosphorique, puis selon la marque aussi, il peut y avoir de l'acide citrique là-dedans. Donc, c'est très acide, les boissons gazeuses. C'est ce qui dissout les minéraux sur les dents, donc l'émail des dents, qui rend les dents faciles à carrier. On apprend les choses! C'est pas le sucre, c'est l'acide! Ensuite, il y aura le jus de tomate, l'eau de pluie, le lait, l'eau pure, etc. Donc, yahoo! En premier, l'acide chlorhydrique. Ensuite, la boisson gazeuse, suivie de près, il me semblait, par le jus de tomate. Le sang humain, qui est un pH là, de, combien on avait dit? 7, là, presque 7. Puis le savon à vaisselle, un détergent. Savon à vaisselle, c'est savon, ce serait pH de 10, ça. Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4 pour le sang, qui est neutre, et 5 pour le savon à vaisselle, qui est déjà légèrement basique. Quel test peut-on réaliser en laboratoire pour distinguer un électrolyte fort d'un électrolyte faible à concentration égale? Donc, les deux ont la même concentration. Comment on fait pour savoir lequel est le plus concentré, le moins concentré? On mesure. Mettons, la quantité de courant électrique qui passe dedans, ça marcherait, ça. Alors, on ferait un test de conductibilité. Conductibilité électrique. On pourrait la mesurer avec un ampèremètre. On pourrait l'évaluer avec une ampoule et voir à quel point elle brille. Alors, plus l'électrolyte est fort, résultat attendu, si l'électrolyte est fort, virgule, le courant va passer fortement. Le courant passera fortement. Et vice-versa. Bon. Un électrolyte faible va seulement laisser un peu passer le courant électrique. Toujours question par rapport aux électrolytes forts et faibles. Il n'y avait pas beaucoup de matière STE là-dedans. Remplis le tableau en cochant la ou les cases appropriées. Mon taux de dissociation électrolytique est très grand. Alors, si une substance se dissocie en plusieurs ions, ça veut dire que c'est un électrolyte fort. Même quand ma concentration est élevée, je laisse passer le courant faiblement. Alors, on a beau mettre ça en très grande concentration, le courant passe faiblement. Ce n'est pas un non-électrolyte parce qu'on dit que le courant passe quand même faiblement. Alors, c'est l'électrolyte faible. Le sucre de table en est un exemple. Le sucre, lui, il fait une dissociation moléculaire. Donc, c'est un non-électrolyte. En solution aqueuse, je peux me dissocier en ions. L'électrolyte fort peut faire ça. Mais l'électrolyte faible aussi, il peut se dissocier en ions. J'ai la capacité de me dissoudre dans un solvant. Mais ils peuvent tous le faire. Les électrolytes forts, les électrolytes faibles, ainsi que les non-électrolytes peuvent se dissoudre dans un solvant. Ils ne vont pas tous faire des ions, par contre. F, qu'est-ce qu'on a ici? Une pile, une lumière qui brille, donc c'est un électrolyte. Elle brille plutôt fortement et on reconnaît HCl, un acide chlorhydrique très fort. Oui, il s'agit d'un électrolyte fort ici. Notre ampoule brille légèrement. Alors, on retrouve un électrolyte faible parce qu'on remarque d'ailleurs qu'on a des particules d'acide sulfurique, de H2S, qu'est-ce que c'est ça? Qui ne sont pas tout à fait dissociées encore. On a quelques-unes qui sont dissociées, mais d'autres molécules ne sont pas encore dissociées. C'est donc un électrolyte faible. Et ici, on reconnaît le méthanol, un type d'alcool. Ce n'est pas métal OH, c'est non-métal OH. Alors, c'est un non-électrolyte. Il ne laisse pas passer le courant. L'ampoule est éteinte. Et voilà pour cette petite section. On va essayer de rattraper le retard qu'on avait dans la préparation des corrigés. On va pouvoir faire, dans la prochaine mise à jour, le chapitre 2 pour son bilan. Alors, surveillez l'apparition du bilan ST et du bilan STE.